pour le démarrage de la vidéo, comme ça on le fait. Et puis après, je vous passe la parole si ça ne vous dérange pas. Oui, oui. Euh, bienvenue, bienvenue à tous pour cette visioconférence sur la rénovation performante, les étapes clés d'une rénovation performante. On est en visio, mais on est aujourd'hui sur la commune de Tresserve, plus spécifiquement, donc sur le secteur de Grand Lac. Et je vais laisser la parole à Monsieur Calou pour introduire le contexte de cette conférence. Ok, merci beaucoup. Alors, bon, je vais être très bref, hein. Donc, bonsoir à toutes et tous déjà. Alors, je vais être très bref, hein, juste faire une petite introduction sur les raisons qui nous ont fait lancer cette réunion. En fait, à une période où, en tant que particulier, nous sommes régulièrement confrontés à des informations et ou des offres concernant les divers secteurs de la rénovation de l'habitat, on a jugé utile en tant que commune de proposer un point sur ce sujet afin que chacun puisse avoir connaissance des bonnes bases. Et pour cela, en fait, en partenariat avec Grand Lac, nous avons sollicité donc l'association savoyarde pour le développement des énergies renouvelables, l'ASDER, qui est en fait l'espace FAIR de la Savoie. Donc FAIR, c'est Facilité Accompagner Informer pour la rénovation énergétique, qui est le service public qui guide gratuitement dans les travaux de rénovation énergétique et qui est soutenu par l'ADEME, la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de la Savoie et les collectivités locales savoyardes. Et qui va du coup vous présenter ce soir, comme disait Madame Rabillet, donc les étapes clés d'une rénovation performante. Voilà. Alors Je vous laisse la merci donc, parole. pour dire un peu comment on va fonctionner. Ça résonne un petit peu chez moi, je ne sais pas si c'est le cas chez vous. Ça va? Comment on va fonctionner ce soir? En fait, on est deux personnes de l'ASDER, deux conseillères pour vous servir ce soir. Donc, Michael Rabillet, moi je vais être plus sur la partie diaporama, et puis Bénédicte. Oui, bonsoir à tous. Donc moi, je m'occuperai des questions sur le chat. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, ce qui permettra à Bénédicte, si jamais la question est vraiment bien spécifique sur un cas très précis, de vous répondre directement. Et puis si ça concerne un peu plus le global ou les autres personnes ou un point que je vais aborder dans un deuxième temps, elle vous guidera également. Voilà, donc l'idée c'est qu'on essaye, même si on est en visio, de rendre ces conférences les plus vivantes possibles. Donc vraiment, n'hésitez pas, faites un petit signe. Bénédicte voit les vidéos aussi. Si vous ne maîtrisez pas voilà, le chat, ou n'hésitez pas à lever la main pour poser une question. On n'est pas très nombreux en plus, donc on va pouvoir échanger ce soir, et c'est vraiment le but et l'envie qu'on a, nous, de faire passer. Alors, j'avais fait une petite diapo pour l'introduction de Monsieur Calou, de Tresserve. Donc, juste quelques constats et puis quelques mots un peu de contexte globaux. On a tendance, alors même si maintenant, je pense que tout le monde a ça en tête et que ça peut paraître un peu rébarbatif, mais l'idée, c'est vraiment de se dire que si on est là ce soir à réfléchir à tout ça, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que ce sujet vous intéresse et que vous vous posez la question. C'est parce qu'on a quand même un constat global d'un dérèglement climatique, qui n'est pas forcément un réchauffement linéaire, mais il y a un vrai dérèglement climatique qu'on est en train de vivre et qui a démarré, vous le voyez, dans les années 1900, en gros, à l'ère pétrolière. Donc, si ce n'est quelques hurluberlus, aujourd'hui, tout le monde atteste le fait que c'est l'activité humaine qui a généré ce dérèglement climatique. Là-dessus, on a quand même un gros consensus. Alors, l'activité humaine, oui, donc ça veut dire qu'on a, chacun d'entre nous, un rôle dans ce dérèglement. Alors, quel est ce rôle? En gros, actif. C'est bon? Excusez-moi. C'est l'industrie qui m'a désactivé. J'étais en train de dire qu'ils avaient un petit rôle dans le dérèglement climatique et paf, Google est intervenu. C'est assez fort. Ils sont très forts. Donc, voilà. Donc, nous, là-dedans, notre part, c'est
le résidentiel et le transport évidemment. Et le résidentiel, vous voyez que c'est quand même 40% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est pour ça que ce sujet est vraiment important sur la rénovation énergétique. Et après, évidemment, dans nos biens de consommation, que ce soit des biens du quotidien ou l'alimentation, on a effectivement un rôle également. Mais en tous les cas, vous voyez que la partie quand même résidentielle est très très forte. Et puis la partie, bien sûr, transport également. Alors, un peu un leitmotiv qu'on a, nous, à l'ASDER, en tous les cas, un scénario qui nous semble vraiment un scénario vivable et tenable d'ici 2050, c'est le scénario Négawatt qui a été élaboré par tout un groupe de chercheurs et d'ingénieurs. Et c'est un scénario qui a été, aux dernières élections présidentielles, pas mal mis en avant, où l'idée, c'est de dire faisons un scénario à 2050, mais soyons réalistes, c'est-à-dire n'inventons pas des choses qui n'existent pas. Ne soyons pas un peu utopistes en se disant peut-être qu'on arrivera à faire des systèmes qui nous protégeront via, par exemple, l'espace du réchauffement climatique ou des choses comme ça. On est vraiment dans l'idée de faisons avec ce qu'on sait faire. Et du coup, 3 volets. Premier volet, c'est la sobriété. Donc, on a cette flèche qui est cette tendance à l'augmentation des consommations d'énergie. Premier volet sobriété, on descend d'un cran. Et la sobriété, c'est prioriser nos besoins. Typiquement, c'est peut-être adapter, on va dire, la surface de notre maison à notre réel besoin. Est-ce qu'on a besoin de se construire aujourd'hui, si on est deux, une maison et qu'on est avec des enfants qui sont partis, par exemple, une maison de 200 mètres carrés, même si on a la possibilité de le faire? Est-ce que ça, c'est un vrai besoin? Donc, cette sobriété, elle a lieu à la fois sur la construction, mais aussi, évidemment, dans l'aspect transport, un fort accent sur la sobriété, qu'on connaît plus facilement, les 2 kilomètres les plus polluants pour aller chercher sa baguette de pain en voiture, par exemple, ces choses-là. Donc ça, c'est le premier volet qui nous fait vraiment, avec des chiffres à l'appui, c'est tout un travail, mais descendre d'un cran, c'est la sobriété. Deuxième volet, et c'est là où on va vraiment axer notre intervention ce soir, c'est l'efficacité. Et là, en gros, pour la maison, c'est rénover son logement et réduire nos besoins énergétiques. Et ensuite, la part des renouvelables devient tout à fait tenable. C'est-à-dire que si on a fait les 2 premiers volets, on est capable en 2050, avec les terres qu'on a à disposition, avec la partie solaire thermique, solaire photovoltaïque, bois énergie, etc., d'assouvir nos besoins à 100% en énergie renouvelable. Donc voilà, c'est vraiment ces 2 volets qui sont importants avant les renouvelables, parce que aujourd'hui, si on veut passer du jour au lendemain en 100% énergie renouvelable, ça ne fonctionne pas. Donc peut-être des choses qui nous permettent un peu de voir aussi, d'évaluer chacun, ou en tout cas chacun d'entre vous ce soir ou demain, où se situe votre logement en termes de consommation d'énergie. Alors nous, on parle comme le diagnostic de performance énergétique, là, le fameux DPE qu'on donne maintenant à chaque changement de propriétaire notamment ou location. On parle de kilowattheures par mètre carré et par an. Donc en gros, c'est les consommations d'énergie ramenées au mètre carré de surface habitable. Et on voit ici que les kilowattheures, ils sont présents à gauche là, et que globalement, les maisons d'avant 48, le bâti ancien, il est plutôt dans les 200 kWh par mètre carré par an. Donc, il est énergivore, mais ce n'est pas non plus les plus énergivores du parc qu'on peut avoir. Les plus énergivores, c'est ceux qu'on a construits très vite et très mal après-guerre. Et en gros, c'est une grosse partie des bâtiments, des maisons des années 50, 60 jusqu'à 70, jusqu'au premier choc pétrolier où là, on s'est dit, oups, il faut peut-être construire un peu plus performant, et on a diminué les consommations d'énergie par bâtiment. Donc, si vous avez une maison qui se situe dans cette tranche-là, vous avez de la chance, parce que vous allez pouvoir faire un gros gain énergétique, parce que c'est les maisons les plus énergivores. Et c'est sur les maisons sur lesquelles finalement les travaux sont les plus faciles à faire, parce qu'elles n'ont pas grand-chose initialement. Donc, on ne va pas se dire il y a quand même un petit quelque chose sur les murs, est-ce que j'isole, si je réisole, quel retour sur investissement, etc. J'ai quand même un double vitrage ancien, est-ce qu'il est si mauvais que ça, etc. Et là, on se pose des questions. Sur ces maisons-là, finalement, il n'y a pas grand-chose à se poser. Vous voyez qu'on est dans les 400 kWh par mètre carré par an. C'est ceux-là, quand on parle de passoire thermique, c'est eux, quoi. Vraiment.
Et donc, on peut aussi évaluer cette étiquette énergie, ce fameux DPE. Il se présente comme ça avec à la fois les consommations d'énergie, un peu comme l'étiquette de nos appareils maintenant électriques, et puis la partie gaz à effet de serre, donc en fonction de système de chauffage qu'on aura dans la maison. Donc nous, aujourd'hui, on peut vous donner une idée de votre étiquette énergie quand vous venez à l'espace Faire, que j'ai oublié de présenter d'ailleurs. Ah non, je le présente juste après le contexte. Et puis vous dire, voilà, si vous faites tel et tel travaux, vous allez pouvoir changer d'un cran ou deux votre étiquette. Et quand on fait un achat d'une maison aujourd'hui, on a quand même un regard sur cette étiquette pour savoir ce qu'on va acheter. Donc c'est vrai que c'est aussi quand on va rénover sa maison, même si on se dit que c'est pas pour 40 ou 50 ans, eh bien c'est quelque chose qu'on donne une valeur supplémentaire à cette maison quand même qui est importante. Alors le fameux espace Faire dont je parlais. Donc, c'est l'ASDER, comme le disait Monsieur Calou, mais nous sommes financés par l'État, la région, le département, l'ADEME, qui ont eu l'idée en cette année de changer de nom. Donc, on s'appelle plus les espaces info-énergie depuis le début d'année, mais nous nous appelons les espaces Faire. Ne nous demandez pas trop pourquoi ces changements de nom. Globalement, voilà, l'idée, c'est de faire plus un réseau un peu plus grand que les espaces info-énergie, avec plusieurs structures, notamment les ADIL, les ANA, également les artisans qui vont pouvoir faire partie de tout cet espace Faire. Alors, chacun à son niveau. Nous, on est vraiment les conseillers Faire, c'est-à-dire qu'on va vous donner, comme il est écrit ici, un service gratuit de solutions techniques, d'énergie renouvelable, d'aide financière et de conseils pour gérer ses économies au quotidien. Et c'est nous qui assurons pour tout le département de la Savoie et une partie de la Haute-Savoie aujourd'hui ces conseils neutres, gratuits et objectifs. C'est-à-dire qu'on est, comme vous le voyez, financé par aucun privé. Donc, on n'a aucun intérêt à vous pousser à faire tel ou tel travaux. On est juste sur l'aspect valeur écologique et environnementale et gain énergétique pour vous pousser à faire les travaux. Donc, c'est ce qui fait qu'on a un métier qui est plutôt sympa de ce côté-là. Parce que ne rien vendre, c'est plutôt confortable. Et puis, c'est ce qui fait aussi que vous pouvez avoir confiance en nous sur ce qu'on va vous proposer. On n'a aucun intérêt privé. Donc voilà, on est ouvert du lundi au vendredi, sauf le jeudi matin où on est en réunion. Et on a de nombreuses permanences décentralisées un petit peu partout en Savoie et sur le Grand Lac également, puisqu'on est à Aix-les-Bains, notamment tout près de Tresserre, tous les 15 jours. Dans les bureaux de Grand Lac. Il faut prendre rendez-vous et donc plusieurs possibilités d'être avec nous, soit par téléphone pour un premier contact assez rapide, soit sur rendez-vous pendant 1 heure, soit si vous avez des projets de rénovation conséquents qui vous amènent à un gain énergétique potentiel très conséquent, on peut faire une visite sur place également et un diagnostic simplifié thermique vous permettant d'avoir une idée de vos consommations et de ce que vous allez gagner en faisant les travaux. Voilà, alors du coup, rénover, oui, mais comment? Eh bien, cette démarche Négawatt, elle va nous aider dans notre manière d'aborder, on va dire, la rénovation avec également des aides techniques. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, il a été cette année prêté sur la commune du Bourget, notamment, le thermokit. Donc, c'est une petite mallette avec pas mal d'objets de mesure, notamment une caméra thermique, comme vous pouvez le voir sur l'image, mais aussi un thermomètre hygromètre, un wattmètre pour mesurer les consommations de vos appareils électriques, et puis un débitmètre pour mesurer aussi les consommations d'eau au robinet. Alors, la caméra thermique, elle a vraiment un intérêt pour faire un petit pré-diagnostic, on va dire, et surtout voir ce que vous savez, mais le voir en vrai. C'est-à-dire, vous avez la sensation que vous avez des ponts thermiques dans cette maison des années 50 avec la dalle intermédiaire, vous allez le voir de visu avec une image qui va vous montrer vraiment cette déperdition. Vous avez des vieilles menuiseries qui vous semblent un peu déperditives également. Eh bien, vous allez voir, comme sur l'image ici, qu'il y a des fuites d'air en haut de ces menuiseries et que ça vaut le coup, effectivement, de les changer. Donc voilà, ça va vous permettre de visualiser un peu plus les choses. Et on va le prêter sur le territoire de Grand Lac à nouveau
au cours de l'hiver, de l'hiver prochain, puisque les caméras thermiques doivent s'utiliser quand il y a vraiment un écart important de température entre l'intérieur et l'extérieur. Donc voilà, du coup, on a en gros des déperditions qui sont assez variables selon le type de maison, mais globalement, si on veut un peu essayer de répartir par pourcentage, on perd énormément par la toiture lorsqu'elle n'est pas bien isolée. Donc c'est à peu près 30%, 20% par les murs, 15% par les fenêtres. Et puis la ventilation importante aussi, si la ventilation est assez simple et juste par des entrées d'air et pas forcément une vraie ventilation centralisée, une VMC, et ben on a des pertes qui vont être assez importantes par la ventilation et le renouvellement d'air. Donc voilà les déperditions pour avoir ça un petit peu en tête. L'idée, quand vous allez être face à votre projet, c'est de définir un peu votre programme et vos priorités. Aujourd'hui, globalement, l'idée, c'est d'avoir des bâtiments qui soient à la fois confortables et à la fois économes en énergie. Donc, dans la notion de confort, on va avoir par exemple le changement des menuiseries qui parfois ne fait pas gagner énormément en gains énergétiques, mais qui vont vraiment rendre un confort plus important dans la maison, notamment sur certains endroits où on aura des sensations de parois froides. Limiter les points thermiques qui sont à la fois des pertes énergétiques importantes, mais aussi potentiellement des points qui vont être des points de condensation et donc de dommages au bâtiment. Et puis, une étanchéité à l'air soignée. Alors, on va en parler un petit peu plus en détail, mais ça, c'est un peu la nouveauté des 10 dernières années, je dirais. C'est qu'on s'est rendu compte que isoler sa maison, ça ne suffit pas. Il faut aussi, quand c'est possible, en tout cas en rénovation, c'est parfois compliqué, mais il faut de toute façon avoir une étanchéité à l'air soignée. Pour un peu mesurer l'intérêt de l'étanchéité à l'air, c'est une métaphore qu'on reprend souvent, nous, c'est de dire si vous sortez en montagne alors qu'il fait plutôt froid et qu'il y a un petit vent et que vous mettez un bon pull en laine, vous avez une isolation thermique, mais vous n'avez pas d'étanchéité à l'air. Ça ne suffit pas parce que le petit vent va passer et que vous aurez froid. Vous mettez au-dessus de ce pull en laine une veste type veste Gore-Tex, par exemple, qui fait l'étanchéité à l'air. Et bien, paf, vous rendez votre isolation thermique avec le pull en laine efficace. Donc, l'étanchéité à l'air de la maison, c'est ça, c'est de se dire, ok, l'isolation, c'est bien, mais si j'ai de l'air qui traverse l'isolation, ça ne suffit pas et ça rend à la fois pas performant mon isolation et à la fois, ça peut créer des dommages. Et puis, quand c'est possible également, quand le budget le permet, quand la technique le permet, on va vous aider à aller vers des bâtiments sains et utiliser des matériaux biosourcés qui sont de plus en plus présents sur le marché, qui ont des gros intérêts par rapport aux autres matériaux aujourd'hui et qui sont sur des coûts qui sont tout à fait raisonnables maintenant. Donc, vraiment se poser la question et ne plus avoir en tête le fait que ce soit 3 fois plus cher, c'est plus le cas. Donc, vraiment se poser la question et en parler avec votre artisan. Donc, alors, quand on parle d'isolation efficace, quelques ratios un petit peu, parce que qu'est-ce que c'est qu'isoler efficacement aujourd'hui ? Donc, en mur, on va être sur, alors on parle de R, donc c'est la résistance thermique, le R, donc du matériau, qui est lié au lambda. Alors, c'est un peu barbare, tous ces termes, mais le lambda, c'est ce que vous allez trouver sur la fiche du matériau. Vous n'allez pas trouver le R, puisque le R est lié à l'épaisseur, alors que le lambda, c'est vraiment sa caractéristique propre au matériau sans lien avec l'épaisseur. Donc, le R, on va viser en mur un R de 4. Donc, en gros, c'est 16 cm de laine de bois, de ouate de cellulose ou de laine minérale. En toiture, on sera sur un R de 7,5. Alors, c'est vraiment le minimum qu'on préconise. Et puis, c'est les aides financières également maintenant qui poussent également à ça. Donc, ça, c'est plutôt bien. En toiture, c'est 7,5. Nous, on dit 8 à 10 pour la toiture pour être vraiment bien. Donc là, c'est plutôt 30 cm d'isolant. Et en dalle ou plancher bas, alors ne pas négliger la dalle et le plancher bas. C'est souvent un endroit qu'on néglige en se disant finalement, on est sur la terre, on est sur un garage, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Et en fait, on a quand même pas mal de pertes par le plancher bas et surtout un inconfort. Donc ça, c'est important d'y penser également. Donc voilà, plancher bas, important.
Et là, on sera alors à R de 3,5 et du coup, le polyuréthane étant plus performant que les isolants classiques, c'est l'équivalent de 10 centimètres. Voilà, ensuite, on va être sur... du coup, je remets la petite grille vidéo en attendant. Hop là. Dans l'autre sens. Excusez-moi, je fais une petite manie parce que c'est gênant. Tac. Voilà. Alors, au niveau des menuiseries, évidemment, pour tous tous les travaux que vous allez envisager, il y a ce fameux logo RGE, reconnu garant environnement, qui est vraiment la chose qu'il faut demander à chaque artisan, puisque c'est ça qui va vous donner la possibilité d'avoir les aides financières. Pour les menuiseries, nous, on préconise une pose, ce qu'on appelle en dépose totale. La pose en rénovation, c'est quand on vient vous dire je vais vous changer les menuiseries, mais ça ne va pas du tout abîmer votre intérieur, puisque je vais venir découper au ras de vos dormants et puis venir me caler sur ces montants-là avec mes nouvelles menuiseries. Et là, notamment quand on fait les images thermiques là, avec la caméra, on s'aperçoit que le dormant initial, évidemment, il n'était pas très, très étanche à l'air, il n'était pas très performant et du coup, il fait un pont thermique qui persiste. Et ce qui est vraiment dommage, quand on a fait cet investissement en menuiserie, aujourd'hui, un lot menuiserie sur une maison individuelle, c'est 15 à 20 000 euros. Et voilà, de rajouter peut-être 2 000 euros pour pouvoir refaire effectivement le contour des fenêtres et des dormants, parce que quand on fait une dépose totale, on va casser un petit peu la fixation et parfois le mur. Nous, on vous préconise vraiment d'aller jusque-là, de faire vraiment la dépose totale, c'est ce qui sera le plus performant. Dites-vous que quand vous imaginez des travaux, dites-vous que c'est des travaux sur lesquels vous n'allez pas revenir avant 25-30 ans. Quand on fait une isolation de mur, une isolation de toiture, un changement de menuiserie, on ne va pas faire ça tous les 10 ans. Donc voilà, après, ça c'est à avoir en tête et à faire ce qu'on peut après. Ensuite, il y a une idée de regarder la position de la fenêtre également. On va, nous, vous préconiser, si vous imaginez une isolation par l'extérieur, de poser les menuiseries au nu extérieur du mur, c'est-à-dire au plus au ras du mur à l'extérieur. Et comme ça, l'isolant extérieur pourra revenir devant le montant de la menuiserie et vous n'aurez pas ces retours de tableau à faire en isolation plus petite, parce que du coup, vous n'aurez pas une épaisseur conséquente. Donc ça, c'est intéressant. Et puis également, pensez, qui dit changement de menuiserie dit souvent nécessité de mettre en place une ventilation, parce que ces menuiseries faisaient partie peut-être de la ventilation naturelle avec des petits espaces d'air, etc., qui faisaient que vous n'aviez pas besoin de ventilation dans la maison. Vous rendez étanche à l'air la maison. Le revers, un petit peu, c'est de se dire qu'on a besoin d'une ventilation mécanique et qu'il va falloir faire des amenées d'air dans les pièces qu'on dit pièces de vie. Alors, on va le voir sur le schéma ensuite. Vous voyez, alors non, c'est pas celui-là, mais je le mettrai après. Pièce de vie, on a la ventilation, je vais en parler tout à l'heure. Donc, ça va être chambre et salon sur lesquels on va faire des entrées d'air. L'étanchéité à l'air, donc j'en parlais pour l'aspect pull et veste Gore-Tex autour de la maison. Et au-delà de ça, on a tous les lieux de liaison qui sont des lieux de difficulté de traiter l'étanchéité à l'air. La liaison entre la toiture et le mur, le haut du mur. La liaison, donc évidemment, toutes les trappes qu'on va avoir dans la maison qui mènent au grenier, par exemple. Tous ces endroits-là sont des endroits très difficiles à gérer en étanchéité à l'air, il ne faut pas les oublier. Et puis, tout l'aspect équipement électrique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être dans une maison où quand vous mettez la main devant une prise électrique, vous avez un petit filet d'air qui passe. Ça, c'est logique puisque du coup, souvent, le tableau électrique est dans un espace non chauffé et non compris dans le volume étanche de la maison. Donc, nous, on conseille, quand c'est possible, de mettre justement ce tableau dans la partie chauffée et dans la partie étanche à l'air de la maison. Et quand ce n'est pas possible, il est possible d'étanchéifier les départs de gaine pour éviter cette amenée d'air permanente, d'air froid qui vient du garage ou du local technique. Alors, en termes d'étanchéité à l'air, ça a beaucoup évolué ces dernières années et on a de nombreux produits qui nous permettent de gérer l'étanchéité à l'air
d'une sortie de conduit dans une toiture avec des membranes spécifiques, évidemment des adhésifs spécifiques qui ont des durées de vie vieillies à 40-50 ans, donc qui vont tenir quand même un petit moment pour bien scotcher tout ça. Et puis des freins vapeur, donc c'est des membranes qu'on va mettre côté chaud à l'intérieur de la maison, au plus proche de l'isolant, et qui vont protéger l'isolant des apports d'air et d'humidité et qui vont rendre efficace l'isolation. Est-ce que sur cette première partie, vous avez quelques questions qui vous viennent? Est-ce qu'il y a des points qui ont... Alors, dans le chat, il n'y a pas eu de questions. Pardon? Dans le chat, il n'y a pas eu de questions. Aucune question. Parfait. Ou pas, je ne sais pas. On attend quelques instants, voir s'il y a quelques petites questions quand même qui vous viennent. Je vois les doigts de Monsieur Laporte qui écrit. On continue tranquillement? Alors, il y a Monsieur Berardozzi. Voilà, il y a des questions qui arrivent. D'accord. Alors, une question sur la membrane frein vapeur et sur les câblages électriques, comment monter l'installation pour ne pas percer la membrane? Oui, alors en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pour éviter de percer la membrane, ici, vous voyez, la membrane est posée et ensuite, il y a une gaine technique, ce qu'on appelle une gaine technique, c'est-à-dire qu'on va à nouveau mettre des rails ou des lithos devant cette membrane et on fait passer le câblage électrique devant cette membrane. Ça, c'est l'idéal quand c'est possible. Donc, ce qui fait que la membrane n'est jamais percée, qu'il y a cette gaine technique qui fait l'espace d'un boîtier électrique, donc on va dire 35 mm, et qu'on ne va jamais percer la membrane, même si aussi on vient fixer au mur, sur le placo ou sur le fermacelle, quelque chose et puis qu'on enlève après, quoi. Hein. Et dans ces cas-là, il y a un trou dans la membrane. Donc, c'est vrai que devant cette membrane, on met une gaine technique. Quand ce n'est pas possible parce que manque de place ou autre, eh bien, on a des systèmes comme le manchon ici là, pour le tubage, des systèmes de manchon pour les gaines électriques qui s'achètent à l'unité et qu'on peut adapter sur le système. Mais l'idéal étant quand même de faire cette gaine technique quand c'est possible. Ça permet d'avoir quelque chose de propre et de faire passer facilement les gaines, quoi. Les gaines ou la plomberie ou autre, quoi. Je continue du coup sur la ventilation. Je vous disais que voilà, si on étanchéifie à l'air, bien sûr, il faut amener une ventilation du logement, hein, parce que à la fois on a de l'air vicié dans ce logement, donc de l'air pollué par notre activité, et donc il faut le remplacer par de l'air propre et neuf pour les besoins en oxygène, pour évacuer la vapeur d'eau qu'on génère, hein, donc par la cuisson, par les douches, etc., et par la respiration, et puis pour limiter la pollution intérieure. Donc, parce que dès qu'on va amener des objets type meubles fabriqués par un constructeur suédois, par exemple, on va amener pas mal de composés organiques volatiles dans le logement. Donc, quand c'est possible, on va essayer de limiter ça, mais de toute façon, on va en avoir des apports extérieurs. Donc, la ventilation est là pour ça. Alors, ça paraît toujours un petit peu surprenant de se dire on étanchéifie la maison et d'un côté, puis de l'autre, on fait des trous dans les fenêtres pour ventiler. Mais en fait, la ventilation qu'on amène, elle est mesurée, elle est adaptée au logement, elle est permanente, mais avec un débit qui est vraiment adapté à la surface et au volume du logement, voire même à l'activité générée quand on est sur des membranes hygro-réglables qui peuvent être mises au niveau des apports d'air. Donc voilà,
il faut se dire que c'est à la fois nécessaire et réglementaire et que c'est plutôt mesuré, alors que quand on a des petits trous un peu partout, ben, on ne sait pas vraiment quel renouvellement d'air on a. Et rappelez-vous le schéma du début avec la ventilation qui peut amener 15 à 20% de déperdition sur le bilan thermique global. Donc, sur une ventilation simple flux, ici en rénovation, on parle plus de simple flux que de ventilation double flux qui sont plus complexes à mettre en œuvre et qui sont, pour nous, en tous les cas, adaptés vraiment si on a un logement très performant et très étanche à l'air. Donc là, on parlera plus de ventilation simple flux où le principe, c'est on a des bouches d'extraction en cuisine, en WC, salle de bain et buanderie. Et donc, on a cet extracteur ici qui prend la place, ça fait quoi, peut-être 50 cm par 50 cm en volume. Et puis, donc, il faut rejoindre cet extracteur avec ces différents conduits. Et par contre, on n'a pas de conduit pour les chambres et le séjour, où là, c'est juste des amenées d'air qui sont dans des petites grilles dans les menuiseries. Et donc, le fait d'extraire ici crée un appel d'air et va faire rentrer de l'air automatiquement par la dépression créée dans le logement et balayer l'ensemble du logement avec de l'air neuf. Donc, c'est vraiment ça l'idée, remplacer l'air vicié par de l'air neuf en balayant le plus possible le logement. Et donc, par exemple, dans les chambres, on aura une nécessité d'avoir un détalonnage de 2 cm des portes des chambres pour que la ventilation puisse jouer son rôle et amener de l'air neuf dans les chambres. Sur l'aspect ventilation, pareil, est-ce qu'il y a des petites questions qui se posent? C'est tout bon? Je passe au système de chauffage et puis on gardera un petit temps à la fin, de toute façon, s'il y a des questions qui vous viennent. Alors, on s'est occupé de l'enveloppe en isolant les murs, la toiture, le plancher bas, en changeant les menuiseries et en mettant une ventilation performante. Eh bien, on peut penser, et c'est vraiment dans cet ordre-là que nous, on vous conseille d'imaginer les choses, au système de chauffage. Et aujourd'hui, quel système de chauffage finalement on a à disposition? On est d'accord qu'on peut, en tous les cas, on peut se mettre d'accord ce soir pour éliminer les chaudières fuel de notre futur proche même. Donc, il reste en système de chauffage les chaudières à granulés, les chaudières gaz à condensation, les pompes à chaleur RO, puisque nous, les pompes à chaleur RR, on va les mettre un petit peu de côté également parce que voilà, on estime qu'en termes de rendement énergétique, on n'est quand même pas très, très performant. Ça reste un chauffage électrique amélioré et que le chauffage électrique aujourd'hui, en tout cas l'électricité, on va essayer de la garder pour les usages spécifiques et de se dire que pour le chauffage, il vaut mieux avoir d'autres systèmes et d'autres sources d'énergie. Tout ce qui est poêle à bûche, poêle à granulés, système de solaire pour faire une base de chauffage et puis avoir un appoint quand c'est possible de mettre du solaire en chauffage et puis avoir une régulation qui fait qu'on a effectivement à la fois une température de confort qui nous permet d'être confort en journée et à la fois une température réduite qui permet de limiter les consommations d'énergie. Alors, l'aspect chaudière gaz à condensation peut poser question, puisque effectivement, ça a été aussi, c'est des choses qui vont évoluer dans les prochaines années, puisque vous avez entendu que le gaz va être interdit dans les constructions neuves. Aujourd'hui, on peut installer une chaudière gaz performante quand même dans une maison. Nous, on a tendance à dire que voilà, aujourd'hui, le gaz reste quand même une source d'énergie qu'on va chercher plutôt loin et qui n'est pas locale, mais que ce réseau de transport gaz peut évoluer de manière positive à l'avenir, avec notamment la production de gaz méthane, qui peuvent être du gaz de récupération des biodéchets ou des produits agricoles, et qui peuvent du coup permettre de rendre ce réseau gaz un peu plus vertueux et que le transport du gaz reste quelque chose qui est très intéressant, puisque quand on transporte du gaz, on a quasi
quasi zéro perte. Alors que quand on transporte de la chaleur ou de l'électricité, on a des pertes. Donc, c'est là où c'est plutôt intéressant. Mais voilà, il faut imaginer un gaz produit différemment que celui qui est produit aujourd'hui. Alors, quelques mots aussi sur la filière bois, parce qu'en fait, on l'a beaucoup stigmatisé ces derniers temps, notamment. Vous avez peut-être vu un reportage qui est passé sur le bois énergie qui stigmatisait énormément justement la production du bois énergie et du granulé bois. Donc, nous, on a décrypté ce reportage et analysé un peu plus finement tout ça. Il y a vraiment énormément de mensonges qui ont été dits dans ce reportage. Aujourd'hui, on parle notamment de l'accroissement de la forêt, etc. Aujourd'hui, on a un accroissement de la forêt en Rhône-Alpes qui est de 6,3 millions de mètres cubes par an. Et donc là, on est vraiment sur l'aspect Rhône-Alpes et on utilise seulement 3,5 millions de mètres cubes. Alors, pour des difficultés d'exploitation, souvent, parce qu'on a quand même pas mal de forêts en pente, pour aussi le fait qu'on a une partie des forêts qui sont privées et qui ne sont pas forcément bien gérées, pas toutes en tous les cas. Mais voilà, ça veut dire que même si beaucoup de gens se mettent au bois granulé ou au bois énergie, on a une marge qui est tout à fait intéressante, et notamment avec le granulé ou le bois déchiqueté, où on utilise des parties du bois qui ne sont pas utilisées en bois d'œuvre et qui sont plutôt des parties qui étaient sous-utilisées, voire jetées ou compostées avant. Donc, gros intérêt à utiliser ça. Et pour le granulé, en Rhône-Alpes, on a 5 à 6 producteurs sur toute la région Rhône-Alpes. Donc, on reste sur quelque chose de très local, et ça, c'est plutôt intéressant, à la fois quand on veut imaginer le prix dans les années à venir, et à la fois quand on pense production locale et dépendance ou pas d'un producteur. Donc nous, on va vous conseiller de partir sur des poêles à bois qui sont flamme verte 7 étoiles. Donc typiquement, là, on parle plus sur les poêles que les chaudières, mais 75% de rendement et 87% pour les poêles à granulés. Donc, quand on stigmatise aussi le chauffage au bois et la qualité de l'air, puisqu'on parle aussi du bois et de la pollution liée au poêle à bois, on parle en fait des foyers ouverts qui sont ici et qui étaient à 10% de rendement, qui existent encore, mais qui du coup sont à 10% de rendement. Et là, effectivement, on a des émissions de polluants plus importantes, puisque c'est vraiment le rendement qui donne à la fois la quantité d'énergie qui est valorisée, mais aussi comment est brûlé le bois et à quelle température et quels résidus on a si on a un poêle à mauvais rendement. Donc pour l'aspect vraiment appareil indépendant, il y a plusieurs volets qui rentrent en compte. Il y a le fait d'avoir une puissance adaptée, c'est-à-dire que on fait des petites visios ou des conférences qui sont sur notre site internet dédié à ça, sur l'usage de notre appareil au bois. Puissance adaptée, ça veut dire qu'aujourd'hui, on va être plus sur l'idée de dire il faut une température élevée pour brûler tous les polluants et tous les imbrûlés quand on est en basse combustion. Et donc, il faut une température élevée, c'est-à-dire que votre appareil, il faut qu'il soit à fond tout le temps. Et le réduit de nuit qui vous permet de rallumer votre appareil au bois le lendemain matin sans avoir à rajouter un bout de journal ou une petite flamme, et bien ça, c'est très mauvais pour la qualité de l'air, parce que ça veut dire qu'on a baissé en température et que là, on a émis des polluants plus importants. L'étanchéité à l'air aussi du poêle est importante. Ça, maintenant, on fait des poêles étanches à l'air, parce qu'on parle d'étanchéité à l'air pour la maison, mais il faut aussi que l'air qu'on amène dans le poêle, eh bien, ce poêle, il ne vienne pas la chercher dans l'air ambiant de la maison, parce que sinon, il augmente l'inétanchéité à l'air de la maison, on va dire, et qui viennent plutôt chercher à l'extérieur, donc une amenée d'air spécifique pour le poêle, qui se fait maintenant quasi dans toutes les installations de poêles performants. Et puis voilà, installation conforme, c'est ça, et flamme verte 7 étoiles. Et donc, la norme aujourd'hui, c'est de ramener 2 fois par an son conduit également, pour avoir une combustion dans les normes et éviter évidemment les feux de cheminée. Quelques mots sur le solaire thermique.
Alors, aujourd'hui, on a donc deux types de capteurs, enfin deux types d'installations solaires thermiques. Soit on fait juste le chauffe-eau solaire pour faire la production d'eau chaude sanitaire. Donc là, on est vraiment sur la production d'eau chaude sanitaire. En gros, il faut 2,5 mètres carrés à 3 mètres carrés pour 4 personnes. Et on va produire 40 à 70% de nos besoins d'eau chaude annuels, selon l'orientation, selon comment on gère bien son appoint. Donc, c'est plutôt un gain vraiment intéressant parce que c'est la seule partie où c'est difficile de jouer. Alors, on peut jouer un peu sur l'aspect sobriété, mais on ne peut pas jouer sur l'aspect trop efficacité. On va consommer quand même de l'eau chaude dans une famille. Donc, voilà, c'est vraiment le solaire a tout son rôle sur cette partie-là pour permettre de vraiment diminuer cette partie de consommation qui est difficile à faire évoluer, quoi. Et puis le chauffage solaire, où on est toujours pareil, hein, le principe, donc on a des capteurs sur le toit avec un système de réseau hydraulique à l'intérieur avec un glycol qui passe sous des tôles peintes en noir avec accumulateur et ce liquide vient céder ses calories à l'intérieur de la maison dans un ballon. Et quand on a un chauffage solaire, eh ben, c'est toujours pareil, on a ces calories dans un ballon et l'eau de ce ballon vient circuler soit dans un poche chauffant, soit dans des radiateurs dans la maison. Et là, on va plutôt être sur un système qui va nous permettre de couvrir 30 à 40% de nos besoins de chauffage annuel. Et puis, même chose, quasiment 70% de nos besoins d'eau chaude. Donc là, on a des systèmes où l'appoint est nécessaire pour quand il n'y a pas de soleil notamment, mais l'appoint peut être soit séparé par un poêle à bois, poêle à granulés, soit un appoint associé au système. Et dans ces cas-là, c'est une chaudière gaz, chaudière granulée, chaudière électrique qui vient faire l'appoint et qui vient, dès qu'il y a un besoin pour atteindre la température de consigne, apporter des calories supplémentaires au système. Donc voilà, c'est vrai que ces systèmes-là sont quand même bien développés en Savoie et plutôt fiables et durables puisqu'on part sur des durées de vie qui sont au-delà de 25 ans pour les capteurs solaires. Donc, on part sur quelque chose de très durable, quoi. Un petit temps de réflexion parce que ça va peut-être un petit peu vite pour vous. Je vous laisse voir s'il y a des questions. Bénédicte? Alors, il y a une personne qui demandait si tu faisais référence au documentaire sur le front des forêts françaises tout à l'heure. Oui, c'est ça. C'est celui-là, oui. Il me semble, oui. C'est ça. Alors, je continue. Par un exemple de rénovation, dont je parlais tout à l'heure des fameuses passoires thermiques. Donc là, on est sur une maison des années 1958, donc assez classique. On la voit ici avec souvent sur ces maisons-là, qui étaient plutôt des grosses maisons, une partie rez-de-jardin qui était buanderie, garage ou cave, ou en tout cas non habitée. On monte à l'étage qui est habité par un escalier béton, souvent un beau pont thermique sur l'étage, et on a des combles non aménagés, en général avec une dalle béton également à l'étage. Donc là, c'est typiquement le type de maison où l'isolation par l'extérieur a tout son intérêt, puisque à la fois, on va couper ici ce qu'on appelle les ponts thermiques de dalle intermédiaire, c'est-à-dire que la dalle intermédiaire que vous voyez là, en fait, elle vient, enfin que vous voyez, que vous imaginez, que moi je vois, mais vous imaginez, elle viendrait faire un pont thermique rouge ici avec ma caméra thermique parce que la dalle vient en nez de mur, quoi, si vous voulez, un ras du mur. Il n'y a pas d'isolant en nez de dalle. Donc, du coup, l'isolation par l'extérieur va venir fermer ce pont thermique et l'atténuer complètement. Cette isolation par l'extérieur, elle va aussi permettre de garder l'inertie du bâtiment. On a un bâtiment qui a une forte inertie puisque le béton n'a pas que des désavantages, il amène aussi de l'inertie, donc c'est-à-dire du stockage
d'énergie, autant stockage si besoin quand c'est des murs chauds qu'on a chauffés, donc on stocke la chaleur dans les murs et on stocke également la fraîcheur l'été dans les murs. Donc si on isole par l'intérieur, on se coupe de cette inertie, alors que si on isole par l'extérieur, on va garder cette inertie à l'intérieur de la maison. Et puis, autre aspect, on va pouvoir couper également par l'isolation par l'extérieur ces tablettes pour limiter aussi les points thermiques de tablettes de menuiserie et puis améliorer l'esthétique de la façade. Donc ça, c'est le après avec une isolation par l'extérieur qui a été faite et un bardage bois ajouté et puis des panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ici. Donc là, en termes de travaux effectués, on a une isolation par l'extérieur en caisson de ouate de cellulose de 20 cm, une isolation en toiture en comble perdu, et là c'est de la ouate de cellulose également qui a été soufflée, donc 40 cm de ouate, une isolation du plancher bas sur terre-plein puisque le rez-de-jardin a été aménagé, donc là on est toujours dépendant dans ces cas-là des hauteurs sous plafond, de la possibilité ou pas de refaire et de creuser le sol. C'est ce qui peut vous être une problématique que vous pouvez avoir aussi dans vos projets de rénovation. Des menuiseries qui étaient en simple vitrage bois et qui ont été remplacées par du triple vitrage bois. Une chaudière granulée à la place de la chaudière gaz et un chauffe-eau solaire, je vous disais, et des panneaux photovoltaïques. Donc voilà ce que ça donne en image. Ici, ce sont les caissons pour l'insufflation de la ouate de cellulose qui sont fermés en OSB et insufflés par des trous qu'on fait dans la façade et on vient insuffler la ouate qui est en vrac dans les caissons. Là, c'est soufflage de la ouate en comble. Donc la ouate, c'est du papier recyclé. Donc c'est les journaux invendus qui sont récupérés et broyés et qu'on peut souffler et qui est un isolant avec un très bon lambda, une très belle performance thermique. Et puis, vous montrez aussi que c'est possible de scier les fameux balcons, soit dont on ne se sert pas, soit, parce qu'il y a souvent sur ces maisons-là des balcons très importants et on s'aperçoit qu'à l'usage, on ne s'en sert pas forcément. Et puis surtout, quand on isole par l'extérieur, on réduit la surface du balcon. Donc, ils deviennent quasiment inutilisables. Donc, on peut le scier avec des scies hydrauliques, et puis, soit rajouter un balcon dissocié en bois qui va être fixé sur le mur existant, soit le supprimer tout simplement si on n'en a pas nécessité ou qu'on a une surface trop importante. Voilà, et là, c'est la pose des panneaux photovoltaïques qui sont posés maintenant le plus souvent en surimposition, vous voyez, sur la toiture, pour permettre une ventilation des panneaux, puisque les panneaux photovoltaïques qui produisent l'électricité sont les plus performants quand ils sont bien ventilés. Donc, s'ils surchauffent en été, ils vont moins produire d'énergie. Donc, on a tout intérêt maintenant à les poser en surimposition. Avant, les aides financières étaient liées à l'intégration de ces panneaux en toiture. Comme il n'y a plus d'aide financière maintenant et seulement un achat de l'électricité produite, eh bien, on peut les poser en surimposition. Voilà, alors pour terminer, la partie la plus nébuleuse de la soirée, c'est la partie aide financière pour vos travaux. Je vous ai mis ce petit schéma, mais c'est vraiment pour vous dire que c'est bien compliqué et qu'on est là pour ça, entre autres, pour vous aider à la fois sur les choix techniques, mais aussi sur les aides financières, parce que nos financeurs n'ont pas, on va dire, simplifié la tâche ces derniers temps. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, il y a beaucoup d'aides financières, différentes aides financières, mais ce n'est pas évident de s'y retrouver. Concrètement, les aides financières qu'on va retrouver aujourd'hui, ça va être la TVA à taux réduit pour tous les travaux liés à l'amélioration énergétique du bâtiment, donc pour les bâtiments de plus de 2 ans. L'éco-prêt à taux zéro, donc tout ça c'est pour tout le monde, jusqu'à 30 000 € de prêt à taux zéro. Et là, c'est auprès de la banque qu'il faut faire cette demande. Les certificats d'économie d'énergie, où là, on est sur le principe du pollueur-payeur. Donc, ce sont les producteurs et vendeurs d'énergie qui doivent soit payer des taxes pour pollution, donc tous ceux qui vendent de l'énergie, soit ils payent des taxes pour pollution, soit ils aident les gens à faire des économies d'énergie et dans ces cas-là, ils se dédouanent un peu de leur pollution.
Et donc, c'est ces fameux certificats d'économie d'énergie qui vont être liés aux économies potentielles générées par les travaux que vous allez faire et qui peuvent être assez conséquents selon les travaux envisagés. Une autre aide, c'est également le département de la Savoie qui va donner une aide qui s'appelle TES, T-E-2-S, et qui est liée au plafond de ressources et qui est donnée pour tous les travaux d'isolation et pour les travaux, pour les projets énergie renouvelable, notamment le bois énergie. Et puis MaPrimeRénov' qui a remplacé le crédit d'impôt depuis la fin d'année dernière. Et MaPrimeRénov', c'est une aide qui peut être assez conséquente également, mais avec 4 différents critères de revenus, de votre revenu fiscal de référence, qui vous donne un code couleur qui permet de savoir les aides auxquelles vous avez droit. Et toutes ces aides sont cumulables. Donc voilà, je n'ai pas mis tout parce qu'il y a encore les aides Habiter mieux de l'ANA. Voilà, il y a quand même des aides également locales pour certains secteurs. Donc concrètement, venez vers nous dès que vous avez un projet par rapport aux aides financières ou allez voir déjà dans un premier temps sur notre site internet. On a fait une conférence entière d'1 heure sur les aides financières, tellement le sujet est complexe. Donc, elle est également disponible sur notre site internet en replay, comme on dit. Donc, vous pourrez aller la revisionner si besoin. Mais voilà, n'hésitez pas, pour ne pas passer à côté de quelque chose, à venir vers nous. On a vraiment l'habitude et on peut lister avec vous rapidement ce à quoi vous avez droit. Voilà, c'en est fini pour la partie vraiment rénovation. Alors, c'est quelque chose d'assez général, hein. J'espère que ça vous a donné une bonne idée de ce que vous pouvez envisager. Maintenant, voilà, on est présent à la fois en permanence décentralisée, à la fois au téléphone et ici à la Maison des Énergies aussi en rendez-vous s'il y a besoin pour répondre à vos questions et prendre le temps d'étudier votre projet avec vous. L'idée, c'est de prendre le temps et de vous suivre tout au long de votre projet. C'est-à-dire qu'on peut avoir des personnes en rendez-vous à un moment donné, étudier le projet, vous allez faire des devis, vous revenez vers nous, on ne vous donne pas des noms d'artisans, mais par contre, on analyse les devis avec vous. Et puis, on vous dit, voilà, sur ce devis-là, ça me semble plutôt correct, ou là, il manque tel et tel aspect. Est-ce que vous avez pensé à ça? C'est étonnant qu'ils vous proposent ça, ou c'est plutôt bien. Enfin, voilà, on compare avec vous les devis. Et puis, vous repartez, et puis vous revenez avec d'autres idées parce que vous avez discuté avec un tel ou un tel. Et voilà, on peut se voir plusieurs fois. On a droit à plusieurs rendez-vous. Et ça vous permet d'avancer tranquillement dans votre projet et d'avoir un regard extérieur un peu qui est peut-être ce qu'on cherche quand on est un petit peu perdu avec toutes ces sollicitations et ce qu'on trouve à la fois sur Internet ou en sollicitation au téléphone. Je vous laisse un petit temps pour voir si vous avez des questions, si vous avez des choses qui manquent et peut-être que vous avez envie qu'on revienne dessus ou pas, n'hésitez pas. N'hésitez pas à activer vos micros. Voilà, ouais. Vous poser les questions. On n'est pas nombreux, on peut se le permettre, je pense. Donc, précision sur les aides, sur une question qui m'a été posée. Les aides doivent bien se demander avant les travaux, voire même avant la signature des devis de travaux pour certaines d'entre elles. Et on ne peut pas revenir en arrière si vous avez déjà signé les travaux, c'est très compliqué. Enfin, signer les devis, c'est très compliqué. Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. J'ai une petite question par rapport à la dernière partie qui concerne les aides. Bon, j'avais regardé votre vidéo pour l'explication globale. Ce que je n'arrivais pas à trouver, c'est à savoir si plusieurs personnes achètent une maison, donc à part, avec des parts dans la maison. Au niveau des aides, est-ce que chaque personne peut demander des aides? Parce qu'en fait, bon, il y a quand même, suivant les revenus, il y a des différents plafonds. C'est quand même relativement réduit. Donc, même si c'est qu'une seule maison, est-ce que chaque personne du foyer peut demander une aide de son côté si la maison a été achetée par plusieurs propriétaires?
copropriétaire, donc. Alors, du coup, il serait en copropriété ou comment? Oui, ce serait une maison achetée, en l'occurrence, hein, un couple qui achèterait une maison en achetant chacun une part de la maison de manière individuelle. Dans ce cas-là, est-ce qu'il est possible pour chacun de demander une aide, que ce soit pour la partie crédit d'impôt, hein, crédit d'impôt, comment ça s'appelle je ne sais plus, rénove quelque La chose. prime rénov', ouais. La prime rénov, pardon, et puis les autres aides au niveau du département ou des localités. Est-ce que chacun peut demander une aide? Est-ce que chacun est limité par le même plafond? Ou est-ce que tout redevient dans le même panier à la fin, quoi, je veux dire. Alors, en fait, c'est une question un peu complexe dans le sens où quand on prend les habitants de la maison et tous ceux qui ont un revenu et qui habitent dans la maison. C'est ça qui compte. Donc là, finalement, si c'est deux biens séparés, est-ce que c'est vraiment deux biens séparés comme Non. Il s'agit d'un bien acheté par deux personnes. Ouais. Donc en fait, il y a bien deux personnes dans le foyer, simplement ils sont fiscalement indépendants, on va dire, hein, aucun lien. Mais est-ce que du coup, par rapport aux aides, est-ce qu'ils vont regarder juste le bien, quel que soit le nombre en fait, de propriétaires, et octroyer une seule aide? Et dans ce cas-là, à qui? Auquel des deux? Non, là, ils vont prendre les revenus globaux D'accord. des deux foyers, enfin des deux personnes, Okay. et l'aide va être donnée globalement, quoi. D'accord, ok. Donc ça reste un seul projet, une seule aide en fait, C'est ça, ouais. que ce soit le nombre de propriétaires ou de copropriétaires. C'est ça, ouais. Même si les personnes ne sont pas mariées ou pacsées, c'est les revenus de ceux qui habitent dans la maison qui sont pris en compte. Ok. Okay. Eh bien, ça répond bien à ma question. Ouais. Après, c'est un peu différent pour les copropriétés, par exemple, mais les vraies copropriétés de deux biens différents, quoi. Oui, donc là, quand les gens sont dans un immeuble et achètent chacun leur appartement, là, c'est différent parce que c'est géré par la... Et dans ce cas-là, d'ailleurs, juste par curiosité, dans le cas d'une copropriété, pour chaque propriétaire peut donc réclamer sa prime en fonction de ses revenus. C'est indépendant pour chacun des propriétaires. Oui, ça va être ça. Alors, ça va être ça pour les aides de type ANA, certificat d'économie. Pour MaPrimeRénov', c'est un peu plus compliqué et c'est en cours d'évolution. Donc, parce que justement, MaPrimeRénov' devient vraiment moins intéressante pour les revenus modestes dans le cadre de copropriété. Oui, il y a plus de choses en charge. Mais globalement, c'est chacun qui, en fonction de sa quote-part, va pouvoir normalement bénéficier d'aide, quoi. D'accord. Et là, ils ont fait une aide MaPrimeRénov' allouée à la copropriété, ce qui fait qu'il y a moins d'aide pour les personnes, quoi. Merci. Mais c'est en train d'être révisé. Donc voilà, il n'y a pas de certitude là-dessus, à ma connaissance. Ok. Une question dans le chat qui concerne plutôt les systèmes de chauffage et connaître un peu l'avis de l'ASDER sur les pompes à chaleur RO. Ouais. Alors, nous, on a plutôt tendance quand même à dire que ce n'est pas le système de chauffage idéal dans le sens, à plusieurs niveaux, hein, en termes de rendement énergétique, du fait que on reste sur une pompe à chaleur. Alors même si le rendement des pompes à chaleur RO est quand même meilleur que les RR, mais on a quand même un coefficient de performance qui va être très variable en fonction de la température extérieure. Et que globalement, en Savoie, le climat fait que on va être bon en mi-saison, on va dire, hein, mais on ne va pas être très très bon en période très froide. Donc voilà, ça veut dire qu'on va être quasi en chauffage électrique quand on sera en période très froide. Et le chauffage électrique, enfin l'électricité aujourd'hui, c'est l'énergie la plus chère à amener au kilowattheure. Donc voilà, à la fois économiquement, c'est pas très intéressant. Et puis environnementalement parlant, on reste sur une consommation d'électricité, même si elle est moindre effectivement qu'un système tout électrique, mais une consommation d'électricité, et qui dit consommation d'électricité dit centrale nucléaire pour partie, centrale thermique pour autre partie, puisque du coup, c'est que le nucléaire donne une partie de notre production d'électricité, mais pas complètement, notamment dans les pics de consommation. Donc les pics de consommation, c'est les moments où on a le plus besoin de chauffage, hein, en hiver, quand tout le monde rentre chez soi, donc à 19-20 heures. Et là, on met en route des centrales thermiques qui, elles, sont encore très émettrices de gaz à effet de serre. Donc au-delà de ce qu'on peut penser de la production d'énergie
nucléaire et des déchets qu'on laisse à nos enfants, voilà, la partie production, on va dire, par les centrales thermiques est quand même très polluante en termes de gaz à effet de serre et c'est ça un peu notre priorité aujourd'hui et l'urgence. Donc quand c'est, on va dire, pour remplacer un système de chauffage électrique obsolète et qu'il n'y a pas de système de chauffage central, alors si une RO, il y aura un système de chauffage central, quand il n'y a pas de gaz de ville, quand il n'y a pas de place pour mettre une chaudière granulée, eh ben, peut-être que la pompe à chaleur RO, elle a sa place et éventuellement avec un complément pour les pics très froids par un poêle à bois ou un poêle à granulés performant. Mais autrement, quand c'est possible de faire autrement, c'est vrai qu'on a tendance en tout cas, à pousser les gens à regarder les autres solutions également. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui. Ouais. Bon, moi, je pense qu'on a fait le tour de vos besoins. Alors, n'hésitez pas et de tendre vers le passif. Je vois du coup le chat maintenant. Oui, tout à fait, ouais. Si la personne dans le chat dit qu'effectivement, le mieux, c'est quand même de tendre vers le passif et de se passer de mode de chauffage, ce qui est possible en rénovation, effectivement, même si c'est assez délicat et complexe à faire, mais en tous les cas, de limiter au maximum son système de chauffage, ça c'est sûr. Et c'est vrai que si on peut se passer de chauffage central et que ce qu'on ne met pas comme investissement dans le chauffage central, on le met dans l'enveloppe de la maison, eh ben on y gagne sur de nombreuses années puisque c'est de l'entretien en moins, c'est tout un système à mettre en place en moins et c'est voilà, une dépendance en moins. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant, effectivement. Mais ça reste encore marginal et complexe et il faut aussi que le monde de l'artisanat se forme à tout ça et à toute cette nouvelle technique et que ça devienne accessible au plus grand nombre, quoi. Alors, j'en profite pour vous dire que on fait notre assemblée générale le week-end prochain, le 12 juin, et avec une conférence le samedi après-midi. Allez voir sur notre site internet, vous aurez toutes les informations. C'est sur inscription, bien sûr, mais si vous voulez faire votre première sortie autorisée avec nous, vous serez les bienvenus. On fera une conférence sur le sujet justement de la transition écologique et des différentes manières aujourd'hui de voir cette transition en fonction de qui on est. Et on a Isabelle Autissier, un invité exceptionnel avec nous. Voilà, donc ça peut être un bon moment à passer. Allez voir sur notre site internet, vous aurez toutes les informations. Qui est mis du coup le lien dans le chat. Impeccable. Donc, si vous avez des amis qui veulent voir cette conférence ou si vous avez envie de la revoir sur certains points, on va mettre le PDF et puis la vidéo sur notre site internet. Donc, comme ça, le PDF, ça vous permet d'avoir les diapos et d'y revenir tranquillement. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin de compléments. Vous passez un petit coup de fil au 04 56 11 99 00 et puis on prend rendez-vous ou on discute au téléphone. On est là pour ça et il y a différents conseillers qui pourront vous répondre et vous aider dans votre projet de rénovation. Je ne sais pas si Monsieur Calou, vous êtes encore là. Est-ce que vous voulez faire un petit mot de conclusion? Eh ben, je voulais déjà vous remercier pour cette présentation qui est toujours intéressante et puis surtout voir qu'on a un service, un vrai service pour nous aider dans ces démarches de rénovation. C'est vrai que moi, personnellement, je l'ignorais jusqu'à il y a peu de temps en arrière. Et c'est voilà, un vrai service, comme vous disiez au début, sans parti pris et sans intérêt.
Et voilà, parce qu'on est plutôt confronté à des gens qui ont des intérêts aujourd'hui à tout bout de champ. Et ça fait plaisir de rencontrer des services comme le vôtre. Merci, on prend plaisir également à travailler dans ce service, ouais, tout à fait. Alors, merci à tous et puis bien bonne fin de soirée et puis à samedi pour certains, ceux qui viendront à la conférence. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, au revoir.